Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors je vais répondre aujourd'hui à une question de The Real Deal 691, voilà, j'ai pas son prénom, qui est que valent les diplômes Open Classroom sur le marché du travail? Entre parenthèses, ce sont des titres RNCP. Alors peut-être que vous voulez savoir comme lui si ça vaut le coup d'investir dans ce type de formation, si vous allez être reconnu en entreprise et in fine si ça va vous permettre de trouver du travail. Un travail dans lequel vous vous sentirez bien et vous pourrez évoluer. Alors dans cette vidéo, je vais vous partager ce que j'ai vu en entreprise, mon avis et mes conseils concernant ce type de formation. Peut-être que vous allez aimer le contenu qui va suivre dans cette vidéo. Partagez-la directement, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour être sûr de recevoir toutes les nouvelles vidéos. Vous pouvez également vous inscrire à la newsletter, je mets tous les liens juste en dessous dans la description. Avant d'aller plus loin, je voudrais rappeler un point qui pour moi est important. La compétence prime sur le diplôme et c'est encore plus vrai aujourd'hui dans un monde qui se réinvente. Tout est possible pour la personne qui croit en lui et qui s'en donne les moyens. Comme en témoigne la formidable aventure de Jean-Pierre que j'ai eu vraiment l'honneur d'interviewer, que vous pouvez retrouver. Jean-Pierre a connu la rue pendant 10 ans et est devenu ensuite référent Europe pour IBM. Donc un parcours incroyable qui prouve vraiment que tout est possible. Quand on se lance dans ce type d'aventure, il est important de se poser vraiment la question du pourquoi plus que la question du comment. Personnellement, les diplômes n'ont plus de valeur à mes yeux le jour où je les ai obtenus. Alors attention, je ne dis pas que les diplômes sont inutiles. Je pense que personne ne voudrait se faire opérer des yeux par un chirurgien qui, juste avant l'opération, vous dit « Vous inquiétez pas, j'ai vu le tuto sur YouTube ». Mais en informatique, c'est un petit peu différent. Mon pourquoi remonte à vraiment très loin. Alors sur le blog, dans la page à propos, je parle de mes 5-6 ans quand je démontais le téléphone de ma mère avec un cadran pour ceux qui connaissent. Mais est-ce que je vous ai parlé des sièges de bébé ? Alors c'est simplement une histoire d'enfant qui a eu des conséquences vraiment importantes jusqu'à aujourd'hui. Quand j'étais plus petit, en fait, j'avais des sièges auto et sièges de bébé que j'avais alignés, on en avait deux. Donc je les avais alignés dans la cour, l'un derrière l'autre comme ça. Et mon père faisait de l'aéromodélisme également et j'avais récupéré des ailes d'avion, enfin des bouts d'ailes d'avion que j'avais accrochés pour faire une armure avec des élastiques sur les bras. Et j'avais récupéré une calculatrice qui ne marchait plus. Alors ça faisait un boîtier comme ça avec plein de touches, mais des grosses calculatrices de comptable, je ne sais pas si vous voyez, avec des touches un peu hautes comme ça. Et j'avais simulé finalement le cockpit d'un avion dans lequel on était habillé en pilote et on partait dans des mondes imaginaires où finalement ce clavier de calculatrice permettait d'activer des commandes qui permettaient de lancer les missiles, qui permettaient d'ouvrir la verrière, qui permettaient de lancer les parachutes. C'était quelque chose vraiment d'exceptionnel pour moi. Et c'est, je pense, des choses qui sont un petit peu dans l'ADN qui m'ont orienté plus tard pour choisir mon baccalauréat. Au moment du choix du bac, j'ai choisi le bac STIEL. Alors je ne sais pas s'il existe encore, c'est un bac technologique. Il y a des bacs qui permettent justement d'approfondir l'électronique, l'électrotechnique, la mécanique. Et moi, je me suis éclaté dans ce bac, même si c'était entre guillemets a priori pas la voie royale, parce que la voie royale, on nous expliquait que c'était le bac scientifique avec après les écoles prépa, écoles d'ingénieurs. Moi, je pense pas du tout. La voie royale, c'est la voie que vous avez choisie, qui vous anime et dans laquelle vous serez bon. Et moi, j'adorais cette capacité d'apprendre l'électronique pour enfin pouvoir comprendre et pouvoir faire mes propres créations en électronique et en fait plus tard en informatique. Alors c'était formidable parce que j'ai pu mettre les mains directement au niveau des 0 et des 1. J'ai appris à programmer en assembleur alors que j'étais simplement en terminale. On a fait de l'assembleur soit sur des microcontrôleurs 68HC11 avec des Move AX, BX, etc. C'était incroyable de voir qu'on voyait des signaux sur une carte électronique et on pouvait comme ça aller du début jusqu'à la fin et ça permettait de piloter une fraiseuse à commande numérique. Alors à côté de ça, moi j'avais commencé en autodidacte à apprendre la programmation tout seul, mais en Visual Basic 6, donc en créant des applications Windows. Et pour le bac, j'ai pu présenter justement une application que j'avais amenée. Alors à l'époque, c'était sur des disquettes, vous imaginez. Et dans l'application, on pouvait voir en fait la carte visuellement que j'avais reproduite avec des boutons.
qui étaient les mêmes boutons qu'il y avait sur la carte électronique en physique. Et quand on appuyait dessus, dans l'application, on voyait les signaux et on voyait les instructions du code assembleur qui avançaient comme elles avançaient en réel dans la carte. Alors, ils n'étaient pas connectés les deux, mais c'était juste quelque chose de formidable parce que avant le DUT, avant d'arriver justement dans le cycle d'études supérieures, eh bien, j'avais déjà appris en autodidacte, même si c'était vraiment pas bien fait, à coder des applications Windows et également à comprendre le basique, les fondamentaux du déplacement des 0 et des 1 sur des cartes électroniques. Juste génial. Alors ensuite, j'ai avancé un petit peu plus dans le DUT. Alors, j'aurais pu choisir un DUT informatique, j'aurais pu choisir un BTS informatique industrielle et j'ai choisi un DUT télécommunications et réseau. Alors j'ai eu la chance de pouvoir faire ce diplôme sur Annecy. À l'époque, c'était un diplôme qui était vraiment très très demandé. Pour 800 demandes, il y avait 80 places. Alors on pouvait rentrer sur dossier mais également sur entretien. Et c'était important parce que quand on n'avait pas fait un bac S, on arrivait avec un tout petit handicap et on savait que les maths allaient être quelque chose de vraiment difficile. Mais moi, je trouvais ça formidable cette formation parce qu'on avait capacité à apprendre le développement logiciel, mais également le système et réseau et les télécommunications. Alors, les télécommunications, c'était un petit plus parce que comme je fais de l'aéromodélisme avec des radiocommandes, etc., j'avais vraiment envie de comprendre en fait comment se déplacent les ondes, comment on peut piloter quelque chose à distance sans être relié par un fil. Voilà. Donc ces trois compétences ont vraiment été des fondamentaux pour moi dans mon métier de développeur informatique. Alors après mon DUT, j'ai travaillé directement et après 2 ans dans la vie active, j'ai repris mes études en cours du soir au CNAM, le Conservatoire National des Arts et Métiers, pour obtenir à l'époque un bac+4 qui s'appelle le DEST, voilà, le diplôme d'enseignement supérieur en technologie. Alors, par la suite, j'ai eu plusieurs aventures et notamment j'ai pu encadrer des alternants. J'ai participé à des jurys pour l'AFPA, qui est un organisme de formation professionnelle. Et j'ai également participé à des actions dans les filières techniques dans un grand groupe où il y avait de l'animation de filières techniques indépendamment des projets, où on lançait des projets internes, on faisait de l'animation sur les technologies. Voilà. Et par la suite, j'ai aussi passé bien sûr beaucoup d'entretiens pour aller sur des missions clients, mais j'ai également fait passer des entretiens et vu des candidats, que ce soit en français ou en anglais. Alors c'est important que je vous donne mon vrai retour terrain concernant Open Classroom et mon avis sur ce type de formation, parce que quand on choisit une formation, c'est vraiment quelque chose de structurant dans lequel on va passer du temps, on va investir de l'argent et on a beaucoup d'espoir. Et pour moi, je pense que c'est important de donner une vision de la réalité, en tout cas la réalité comme moi je l'ai vécue et comme je l'ai ressentie. Les diplômes Open Classroom, j'ai commencé à les voir apparaître il y a quelques années. Je commençais à voir sur les CV marqué Open Classroom, par exemple Java. Voilà, donc j'étais curieux, puis je suis allé voir, mais assez rapidement parce que quand on est dans les projets, quand on est technique, on va être sollicité sur des avis de CV et on va avoir plusieurs candidats et on n'a pas forcément beaucoup de temps à consacrer là-dessus. Donc on laisse la partie gestion du parcours CV aux personnes des ressources humaines et puis nous on se concentre vraiment sur l'essentiel. Mais j'étais quand même allé voir ça et j'avais vu Open Classroom, historique, le site du zéro. Alors le site du zéro, c'est quelque chose que je connaissais parce que il y avait des cours gratuits, des informations gratuites sur l'apprentissage du code. Alors il y a beaucoup de développeurs qui l'ont utilisé. Moi personnellement, je préférais à l'époque acheter beaucoup de livres. Voilà. Alors chacun a son truc, hein. Mais moi ce que j'avais vu c'était Open Classroom équivalent Bac+2, Bac+5. Alors c'est quelque chose qui m'a interpellé, donc je suis allé voir un petit peu plus loin. Donc j'étais allé voir le site, mais vraiment rapidement en mode scan, pour me rendre compte que les diplômes qui étaient délivrés ressemblaient très très fort finalement à des certifications comme on peut le connaître dans le monde professionnel quand vous avez une technologie. Alors je prends le cas d'une technologie par exemple sur laquelle j'ai travaillé qui est SharePoint. Vous avez des certifications chez Microsoft et quand vous passez ces certifications, vous mettez de la valeur à votre CV parce que vous avez un tampon de l'éditeur qui vous garantit votre niveau de compétence
sur le produit. Et ça, les sociétés de services aiment beaucoup parce que quand elles proposent un profil pour une mission, ça garantit que la personne, elle est certifiée finalement par l'éditeur sur la technologie. Donc là, je voyais des certifications Java, par exemple. Donc moi, j'ai vraiment pris ça comme une certification. Et alors les certifications, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on fait du bachotage, quand on se met à fond, qu'on achète un bouquin, qu'on se met à fond dans le truc, on va pouvoir avoir la certification sans... Alors ça dépend des certifications, mais il n'est pas rare qu'il est possible d'avoir la certification sans avoir beaucoup travaillé en réel sur le produit. Alors c'est quelque chose qui, moi, au premier abord, m'a mis un peu de réticence parce que je me suis dit, bon, bah, la personne, elle a suivi cette certification entre guillemets et est-ce qu'elle est vraiment employable derrière sur des projets concrets et sur une personne sur laquelle on peut s'appuyer, bien sûr, à l'accompagnant. Bah, pour moi, c'était une vraie question. Alors, pour répondre à la question qui m'a été posée, bah, je suis allé bien sûr un petit peu plus loin et je vais vous parler de ce qu'est un titre RNCP. RNCP, ça veut dire Répertoire national de la certification professionnelle. Alors, ça permet de répertorier toutes les formations et tous les titres certifiés par la CNCP. C'est la Commission nationale de la certification professionnelle. Alors, en gros, on nous explique que cette reconnaissance démontre que les compétences enseignées correspondent aux attentes du monde professionnel. Alors, c'est important parce que ça confirme ce que je pensais, c'est-à-dire RNCP, oui, c'est reconnu par l'État, mais attention, ce sont des reconnaissances qui pour moi ne sont pas du type diplôme, même si vous avez le mot diplôme. Alors, je sais que je vais choquer beaucoup de monde, mais pour moi, c'est équivalent à des certifications, c'est-à-dire que vous allez prendre un point précis, que vous allez travailler, sur lequel vous allez être certes employable, mais c'est un point précis, c'est-à-dire ça peut être une technologie, ça peut être un ensemble de technologies pour répondre à un besoin des entreprises à un moment T. Alors, et du coup, le problème pour moi, c'est que une question se pose, est-ce que vous êtes armé pour affronter le monde du travail en informatique dans les années à venir? Alors avant d'aller plus loin, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, tiens, pourquoi je ne me mettrais pas finalement à la place d'un candidat? Alors j'ai pris une formation, je suis allé sur le site d'Open Classroom et puis je suis allé voir la formation développeur web parce que c'est quelque chose qui est très demandé sur le marché et je suis allé voir un petit peu les choses qui étaient indiquées pour pouvoir vous donner mon avis à titre d'exemple et on va regarder ça un petit peu ensemble. Alors première chose, j'ai vu des choses qui sont vraiment qui sont justes mais qui sont à une certaine limite pour moi. Par exemple, on voit marqué développeur web. Alors développeur web, ça peut vouloir dire vraiment beaucoup de choses. Ça peut être quelque chose de vraiment très très simple, comme quelque chose avec beaucoup de compétences. Et on a l'impression, en tout cas, quand on arrive et qu'on ne connaît pas le métier, qu'on aura un diplôme de développeur web. Alors, quand on voit le programme qu'il y a à l'intérieur, oui, on aura des compétences en développement web, mais junior. Et moi, j'aurais vraiment apprécié que ce soit indiqué en tant que développeur web junior dans le titre de la formation. Alors, il y a une vidéo à l'intérieur où on parle de formation développeur web junior. Mais si on ne prend pas le temps de bien regarder les choses, on a l'impression que c'est développeur web finalement confirmé et qu'on arrive à la fin de la formation avec toutes les armes pour être un développeur web professionnel et engranger les projets comme ça. Alors que pour moi, il est important d'indiquer le vrai niveau de cette formation qui est pour moi développeur web junior. Un autre point qui pour moi est un petit peu à la limite, c'est qu'il y a une sorte de surf. Alors là aussi, je pense que je vais choquer un petit peu de monde, mais c'est pas grave parce que c'est important de vous donner mon point de vue. Il y a un petit peu de surf sur le niveau Bac plus 2, Bac plus 5, Master, licence, etc. En disant, voilà, RNCP, il y a des équivalences et on peut former à ces niveaux-là. Pourquoi? Parce que dans la tête des gens, on va avoir l'impression qu'on a un diplôme, Bac plus 2, Bac plus 5, alors que finalement, vous avez des compétences qui sont une partie des diplômes universitaires correspondants. Alors, je m'explique. Quand vous voyez que vous avez la formation développeur web qui peut être faite en 6 mois,
pas de problème, pourquoi pas, si c'est très intense, etc. Mais quand on regarde les niveaux de compétences qu'on va obtenir, on s'aperçoit que ce n'est pas du tout ce qui est, par exemple, pour un DUT, je prends l'exemple du DUT, ça pourrait être pareil pour le BTS, ce n'est pas du tout les mêmes matières qui sont enseignées. En DUT, vous allez, alors je vais prendre l'exemple du DUT que j'ai fait, mais ça peut s'appliquer à d'autres DUT. Vous allez avoir par exemple de la physique, des mathématiques, de la communication, peut-être un petit peu de droit aussi, un petit peu de comptabilité. Vous avez beaucoup de matières, ce qui justifie que vous avez un diplôme qui se fait en 2 ans. Voilà. Donc là, ce qui est fait, c'est prendre des besoins du monde de l'entreprise qui sont purement techniques, sur des technologies, et faire une formation sur minimum 6 mois, alors ça peut durer plus longtemps, et dire, voilà, on est compétent sur cette technologie. C'est pour ça que pour moi, ça correspond vraiment à une certification en 6 mois sur un domaine de compétences techniques. Mais on ne peut pas dire qu'en 6 mois, on a l'équivalence d'un niveau Bac+2. Alors pourquoi c'est pour moi la limite? C'est tout simplement parce que, oui, le niveau technique nécessaire a une difficulté d'un niveau Bac+2. Ok, mais ce n'est pas l'équivalent de toutes les matières enseignées d'un Bac+2. Voilà. Donc c'est vraiment focus sur quelque chose d'efficace qui permet d'avoir une employabilité à court terme. Maintenant, c'est important de se poser les questions si à moyen et long terme, vous aurez toutes les armes pour pouvoir évoluer de manière finalement simple et en sérénité dans le monde professionnel de l'informatique. Alors, il y a un troisième point qui a attiré mon attention et qui, honnêtement, me gêne un peu. C'est la partie des salaires. Alors, je vais vous dire pourquoi. Il y a des salaires, alors je reprends mes notes, les salaires annoncés sont pour un débutant de 30 000 € annuels bruts en moyenne, un intermédiaire 45 000 € et un expérimenté 65 000 €, avec pas plus d'informations finalement qu'une source qui est indiquée, sur laquelle on ne peut pas cliquer. C'est marqué source les jeudis. Alors les jeudis, c'est lesjeudis.com. Donc c'est sûrement une enquête qui a été faite, mais on ne sait pas de quand datent les salaires. On ne sait pas si ce sont des salaires parisiens uniquement, parce qu'il y a une différence entre les salaires parisiens et les salaires en province. Et on n'a pas capacité de vérifier si ces salaires correspondent bien au métier de développeur web et ce qu'il y a dedans en correspondance en développeur web. Parce que comme je vous l'ai dit, développeur web, et on peut mettre vraiment beaucoup de choses à l'intérieur. Alors à titre de comparaison, j'ai fait une vidéo dans laquelle j'ai publié toutes mes fiches de paye et tous mes salaires sur les métiers que j'ai pratiqués. Donc j'ai commencé donc au Bac+2 en tant que technicien système et réseau. J'ai été développeur, lead technique, également consultant senior et chef de projet. Alors je vous laisse aller voir la vidéo. Alors c'est des salaires qui sont en province, qui correspondent uniquement à mon parcours, mais je pense que c'est une bonne base de comparaison parce que c'est une base à challenger. Je vous invite à le faire avec la réalité, ce que vous voyez sur internet, etc., pour vous faire votre propre avis. Le sentiment que j'ai, c'est qu'un salaire de 30K € en tant que débutant développeur web avec les compétences indiquées dans cette formation bien précise ne sont pas justifiés en province, et c'est peut-être des salaires parisiens, mais j'aurais aimé vraiment pouvoir vérifier tout ça pour être sûr que finalement les salaires qui sont indiqués ne sont pas justement simplement un élément de motivation pour acheter la formation et que la réalité soit un peu moins belle derrière. Donc je ne dis pas que c'est faux, je dis simplement soyez attentifs et allez vérifier par vous-même les vrais salaires qui vont derrière. Mettez en commentaire dans la vidéo d'ailleurs ce que vous avez trouvé, ça peut être intéressant de le partager avec tout le monde. Alors il y a un quatrième point qui a attiré mon attention sur cette formation développeur web par Open Classroom, c'est finalement le prix. Alors j'ai vu marqué 300 € par mois, donc c'est un abonnement. J'ai essayé de les appeler 4 fois hier matin, à chaque fois je suis tombé sur une messagerie au bout d'un moment. Donc à vérifier aussi par vous-même. Je vais vous dire ce que j'ai compris et le point d'attention à mon avis à avoir là-dessus. Donc vous avez un abonnement à 300 €. Donc si j'ai bien compris, ces 300 €, on accède à la formation, le contenu de la formation, et on nous dit que si on est à temps plein, en 6 mois, on peut avoir finalement déroulé toute la formation. Donc la question que je me pose, c'est si on n'a pas la capacité d'avoir un temps plein en disponibilité, et qu'on met 12 mois, est-ce qu'on paye 300 € pendant 12 mois, c'est-à-dire qu'on double le prix de la formation pour le même contenu?
Voilà, donc c'est quelque chose à vérifier. Je pense que c'est pas gênant si vous êtes demandeur d'emploi et que vous avez le temps de l'appliquer et que vous le faites en 6 mois. À mon avis, c'est majoritairement pour ça. Mais du coup, à vérifier justement si vous avez vous voulez vraiment faire une formation de ce type-là, mais que vous n'avez pas la disponibilité à 100%, c'est quelque chose qui peut revenir un peu cher. Voilà, donc à confirmer si je me suis trompé ou pas sur ce prix-là, mais pour moi, c'est également un point d'attention à prendre en compte. Alors maintenant, on va aborder 2 points. Le premier sera mon avis et le deuxième, mes conseils. Premier point, méfiez-vous des titres RNCP. Ça peut paraître vraiment trompeur. Pour moi, ce sont des certifications sur des compétences techniques à un instant T et ce ne sont pas des diplômes. Alors pourquoi? Je vous l'ai déjà dit, c'est simplement parce que s'il y a 2 ans ou 5 ans qui sont passés sur des diplômes, il y a une raison à cela, c'est qu'il y a plusieurs matières. Il n'y a pas que l'informatique et l'ensemble de ces matières font la complétude de la formation qui vous permettent d'avoir des bases vraiment solides pour pouvoir continuer à évoluer dans votre carrière en informatique. C'est normal d'avoir des formations accélérées qui prennent des éléments nécessaires en entreprise à un instant T, sur des compétences techniques à un instant T, parce qu'il y a un besoin. Et c'est vraiment bien de pouvoir y répondre avec des formations courtes, pas de problème, mais vous n'avez pas un bac plus 5 ou un bac plus 2 équivalent à ce que font les autres. Voilà, c'est pas on a compressé en 6 mois ce qu'on a fait en 2 ans. C'est l'impression qu'on peut avoir quand on ne connaît pas. Et donc, c'est pas ça. On a pris une portion, on a mis un focus sur quelque chose de bien précis. Et moi, je pense qu'il y a un point d'attention à avoir et il faut pouvoir lever la tête dans 1 an, 2 ans, savoir où en sont les candidats qui ont suivi ce type de formation. Alors, vous allez sûrement trouver des super témoignages de gens qui ont super bien réussi et d'autres un peu moins, mais souvent, ceux-là, on ne les interroge pas beaucoup. Donc, je vous invite simplement à vraiment être vigilant là-dessus parce que c'est simplement logique. Si vous avez une formation sur un point précis, etc., avec la technologie ou l'ensemble des technologies sur lesquelles vous êtes devenu finalement performant au bout de 2 ans est supprimé ou remplacé, qu'est-ce que vous faites? Voilà, donc vous aurez besoin d'avoir beaucoup de travail à côté pour pouvoir compléter justement les choses qui vous permettront d'être à l'aise en entreprise dans l'évolution de votre carrière. Alors c'est vraiment important parce qu'en entreprise, vous pouvez avoir une différence d'image entre l'image que vous avez et l'image perçue. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des responsables qui ont une image de quelqu'un qui a passé des certifications et vous aurez de votre côté l'image de quelqu'un qui a passé des diplômes équivalents Bac plus 2, Bac plus 5. Alors c'est important que ce soit clair. Pour moi, il n'y a bien sûr que la compétence qui compte, mais si c'est clair pour vous, si vous êtes OK avec ça, justement, c'est beaucoup plus simple par la suite et ça va vous faciliter les choses. Alors, il y a un autre avis que je vais vous partager, je pense aussi qui est important, c'est qu'au moment où vous allez pouvoir entrer dans le monde du travail avec votre titre RNCP, il faut vous mettre à la place des recruteurs. Vous allez être en phase 2 sur une table où il y aura une pile de finalement personnes qui ont passé les diplômes universitaires, de personnes qui sont autodidactes et des personnes qui auront passé des diplômes reconnus par l'État de type RNCP. Donc c'est important d'avoir en tête ça parce que les personnes qui vont vous faire passer l'entretien, c'est des personnes qui auront tous les profils. Et là où il y aura une différence qui va vraiment pouvoir se faire, c'est sur votre motivation, sur votre portefeuille de projet que vous aurez fait à côté, c'est vraiment très très important, et votre capacité à répondre à des questions. Alors bien sûr, il peut y avoir les tests techniques, il peut y avoir les tests psychotechniques qui sont différents, c'est-à-dire les tests de logique et puis il y a les tests par rapport au langage de programmation, par rapport à des algorithmes. Voilà. Donc pour vous aider là-dessus, j'ai fait une vidéo mais surtout un article qui est vraiment très très complet sur les 7 clés pour réussir son entretien d'embauche. Alors je vous invite vraiment à aller voir là-dedans, j'ai mis toute mon expérience par rapport aux entretiens que j'ai passés, aux entretiens que j'ai fait passer. Je vous donne des outils également, vous avez une mind map, une carte mentale pour pouvoir l'emmener avec vous et savoir vous mettre finalement une synthèse de tout ce qui va vous permettre de réussir l'entretien avant de passer l'entretien. Vous avez également mon modèle de CV pour aller à l'essentiel et puis vous focaliser sur ce qui peut apporter de la valeur et la mise en avant finalement de vos compétences qui ne sont pas forcément que techniques. Donc je vous invite vraiment à aller voir l'article, je vous mets les liens dans la description et ça peut vraiment vous aider.
Alors maintenant mes conseils. Conseil numéro 1, ne comptez pas sur vos diplômes ou certifications pour faire le job. Voilà, souvent on se focalise sur le diplôme, mais pour pouvoir justifier finalement d'un job et avoir droit d'avoir un job quelque part. N'oubliez pas que vous avez la période d'essai et que de toute façon, ce qui va faire que vous allez être gardé dans l'entreprise ou pas, et que vous allez surtout vous sentir bien dans l'entreprise, ce sont vos compétences. Les diplômes vont être importants au début pour avoir une sélection rapide. Pourquoi pas, sachant que les autodidactes ont aussi tout à fait leur chance s'ils savent se mettre en avant et pouvoir présenter un portefeuille de projets représentatif des besoins de l'entreprise. Et c'est finalement une adaptation entre l'offre et la demande. Mais si vous voulez savoir un petit peu comment ça se passe après, on regarde beaucoup moins les diplômes. Je vous donne un cas d'école en fait, dans les grands groupes, dans un grand groupe que j'ai fait. On était, quand je suis parti, 72 000. Donc c'est assez processé, on a beaucoup de normes pour les entretiens annuels, notamment ils sont vraiment très très bien faits. Je vous en reparlerai peut-être dans une autre vidéo. Mais quand on choisit les profils pour les projets, parce que c'est ça qui est important aussi, c'est de faire les projets pour les clients, on va définir des équipes. Et comment ils se sont basés pour définir ces équipes? Eh bien, vous avez une convention collective qui s'appelle le Syntec, qui est utilisée dans toutes les sociétés d'informatique et qui permet d'avoir finalement votre fiche de paye, vous avez le salaire, votre convention et vous avez également des coefficients. Et ces coefficients dans cette entreprise étaient vraiment très très importants parce qu'un coefficient vous donne, je traduis et je vulgarise, un niveau de responsabilité, un niveau de compétence. Voilà. Par exemple, un ingénieur débutant arrivait au niveau 115, voilà, dans Syntec. Donc, je vous laisserai regarder la convention Syntec, vous allez voir à quoi ça correspond. Un expert technique arrivait au niveau 130. Et puis, un architecte ou consultant senior arrivait au niveau 150. Voilà, moi quand je suis parti, j'étais au niveau 150. Et quand on monte les équipes, eh bien, on regardait en tout cas ces niveaux Syntec. Alors, ça peut paraître complètement aberrant, mais ça permettait d'avoir un langage commun. Pourquoi? Parce qu'il y avait plusieurs business units, donc des entités en France, et quand il y avait un besoin sur une technologie, eh bien, il y avait une business unit qui maîtrisait plus cette technologie que les autres. Donc l'équipe était montée là-dessus et on disait voilà, il faut un architecte, il faut des développeurs, donc il faut un profil 150, il faut des profils experts techniques 130 pour pouvoir sécuriser le projet, etc. Il faut des développeurs en profil 115 ou 120 qui étaient un petit peu au-dessus avec un petit peu d'expérience. Et donc on parlait là-dessus. Et là, personne s'inquiétait de savoir quelle était l'école qui avait été faite, si c'était en cours du soir, si c'était un autodidacte. Voilà, c'était des coefficients qui étaient par rapport à une échelle de valeur construite en interne. Donc voilà, vos diplômes sont, c'est un peu comme je vous l'expliquais, en tout cas moi c'est ce qui a été mon cas. Ils ont été importants pour moi, les diplômes, et j'en ai passé, mais ils ont été importants jusqu'au jour où je les ai obtenus, et à mes yeux, ils avaient finalement plus la valeur que j'y apportais quand je ne les avais pas. Deuxième conseil, soyez vigilants, vraiment soyez vigilants sur les organismes de formation. Le titre RNCP a été mis en place en 2002. Voilà. Et donc, il a permis de répondre à un besoin du marché professionnel sur des compétences bien précises et des technologies bien précises qui évoluent. Donc, le contenu évolue un petit peu. Mais il y a, alors je ne vais pas donner le nom, c'est paru dans la presse, il y a des organismes qui ne sont pas géniaux parce qu'ils reçoivent des financements. Donc, ils ouvrent des formations qui peuvent coûter très cher, jusqu'à 6 000, 8 000 euros par an, sur plusieurs années. Alors, ce n'est pas le cas de toutes les formations, mais là, c'est un cas d'un gros organisme qui a des écoles pignon sur rue dans toute la France et même à l'étranger. Et du coup, c'était en début d'année 2020, je crois, où ils ont accepté des élèves dans des locaux qui n'existaient pas encore, avec des profs qui n'étaient pas encore recrutés. Et je crois que pendant ce temps-là, ils touchaient les subventions, etc. Donc, c'est un marché de la formation, sachant que souvent, il est accompagné par Pôle emploi et donc par différents types d'aides. Ça peut être finalement la poule aux œufs d'or pour certains organismes de formation
et peut-être au détriment de la qualité, de l'employabilité derrière et des vraies compétences qu'on a à l'intérieur. Les compétences, ce n'est pas uniquement ce qui est marqué dans le sommaire de la formation, c'est réellement ce que vous aurez capacité à faire vous dans la formation et les compétences que vous aurez acquises pour vous former vous-même par la suite. Ça, c'est vraiment très très important. Donc, et ça a fait un scandale. Donc, renseignez-vous bien avec d'autres élèves qui sont déjà en place, d'autres élèves qui sont sortis des écoles de ce type de formation, parce que ça peut être vraiment pénalisant pour vous. Alors, je ne dis pas que toutes les formations sont à mettre là-dedans, mais c'est pour ça que vous voyez souvent des publicités de formations qui sont vous pouvez y aller, c'est financé à 100%, c'est gratuit, etc. Rien n'est gratuit, c'est simplement qu'il y a des aides qui sont mises là-dedans et il y a des organismes a priori qui prennent les aides, qui mettent en place quelque chose et puis peut-être un jour ils ne sont plus là. Donc à bien vérifier. Troisième conseil est lié aux spécificités des métiers dans l'informatique. C'est quelque chose qui évolue vraiment très très vite et on aurait tendance à se dire quand on est de l'extérieur que ce sont des diplômes comme les autres. Pour moi, pas du tout. Parce que le monde qu'on connaissait avant, il y a 10 ans, n'est pas le même qu'il y a 5 ans, n'est pas le même qu'aujourd'hui, dans 5 ans et dans 10 ans. À titre d'exemple, moi, des matières que j'ai appris en DUT, des technologies que j'ai appris en DUT n'existent plus aujourd'hui. Voilà, donc, quand vous êtes médecin, quand vous faites des études de médecine, fondamentalement, même s'il y a des innovations, un œil, un foie, un cœur, ça fonctionne comme ça depuis très longtemps et ça va fonctionner de la même façon encore très longtemps. Donc c'est des compétences que vous avez acquises, sur lesquelles vous pouvez vous appuyer et qui ne changeront pas. Si dans le monde de l'informatique, c'est une révolution, vraiment une révolution comme il y a pu y avoir la révolution industrielle, la révolution de l'imprimerie. Donc c'est quelque chose, mais avec une vitesse encore beaucoup plus folle. Si vous envisagez d'avoir un diplôme de type RNCP, ayez bien tous les éléments que je vous ai énoncés en tête pour être sûr d'avoir la réalité des choses, en tout cas mon point de vue, parce que je pense que ce type de formation ne vous apporte pas toutes les bases nécessaires pour évoluer de manière sereine dans les années à venir et affronter toutes les évolutions technologiques si vous n'êtes pas curieux, motivé et investi pour apprendre de nouvelles choses au fil de l'eau. Parce que ça, c'est vraiment quelque chose de primordial. S'arrêter à ce type de formation, c'est pas comme si vous faites une formation en électricité, en plomberie, où vous pouvez avoir ces basiques et les utiliser pendant 10 ans, 20 ans. Ces fondamentaux sont bien sûr présents en informatique, mais ne sont pas forcément abordés ou bien abordés pendant ces formations courtes. Donc, à prendre en compte, vous pouvez complètement réussir avec ce type de formation, je le répète, à condition d'être investi, motivé et curieux de ce qui se passe à côté pour continuer à apprendre par vous-même. C'est vraiment très très important. Sinon, le risque, c'est de vous réveiller dans 2 ans, 3 ans, peut-être 5 ans, avec un mur en face de vous et pas savoir comment passer l'étape d'après. Si vous voulez aller un petit peu plus loin, vous pouvez télécharger mon guide d'Anami pour démarrer une carrière de développeur en 6 étapes, disponible sur le blog coderpourchangerdevie.com. Voilà, vous pouvez partager cette vidéo, ça me fera plaisir. Mettez des petits pouces, ça me permet de faire remonter la chaîne dans les résultats de recherche. Je vous remercie d'être resté jusque là et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!